dernière fois que le plein d'essence a été fait dans cette voiture, le litre d'essence était à moins d'1 €. Donc ici, on a 80 litres, 80,4 litres pour 80 €. Ça date de 2004. Et donc l'équivalent en France est indiqué 524 francs 77, ce qui équivaut aujourd'hui au litre d'essence à 1,40 € avec l'inflation. Donc c'est pas finalement tellement différent d'aujourd'hui. On est à peu près à 1,60 €, 65 €. On a tous déjà vu ces images, ces photos qui passent sur internet, sur les réseaux sociaux. Une vidéo d'urbex et on se sent vite concerné. L'imaginaire travaille. Une voiture d'exception oubliée dans un parking souterrain d'une capitale. Une concession désaffectée. Dans un jardin où l'herbe a gagné la bataille. Parfois sous une bâche. Parfois sous 1 centimètre de poussière. Les pneus à plat. Mais la silhouette reste reconnaissable entre mille. Tu passes en voiture, tu freines, tu regardes dans ton rétro, tu te demandes « Attends, j'ai bien vu ce que je crois avoir vu ?» Et parfois tu fais demi-tour. Parce qu'on se pose tous la même question. Pourquoi personne ne la sauve? Alors on repasse une fois, 2 fois. On finit par sonner à une porte, laisser un mot sur un pare-brise. Et là, 2 scénarios possibles. Soit le propriétaire te dit « Vous n'êtes pas le premier et elle n'est pas à vendre. Je la referai quand j'aurai le temps. » Ou alors, la pépite. Et généralement, dans ces cas-là, on est déjà sur un autre projet. Classique. Si vous suivez un peu la chaîne, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Vous savez que j'aime bien les projets un peu risqués. Et vous avez peut-être remarqué, en arrière-plan de certaines vidéos, une Ferrari 400 bleue. Tout a commencé le jour où on m'a confié une superbe 308 GTB-i, Blue Serra, intérieur beige. Et vous connaissez mon avis, pour moi, une Ferrari est toujours plus belle en bleu. Un détail qui va compter pour la suite. Elle était en bon état général, quelques travaux électriques, rien de dramatique. Et suite à ça, on m'a appelé. J'ai une Ferrari à remettre en route, elle n'a pas roulé depuis longtemps. Est-ce que le projet vous intéresse? Je savais déjà que j'allais dire oui. Une 400i automatique de 1984. Restée 18 ans sans bouger. Stockée dans un garage souterrain, immobilisée à cause d'un relais de pompe à essence. Ce qui avait fini par agacer le propriétaire. Les années ont passé et il n'a jamais trouvé le temps de s'en occuper. Donc un matin de décembre, à 5 h, il pleut, je prends la route. Arrivé sur place, elle est là, derrière un rideau métallique, tapis dans l'ombre. Et à ce moment-là, je n'ai même pas encore lancé ma chaîne YouTube. Donc j'ai fait très peu d'images. Première surprise, stocké au sec, caoutchouc intact, pneus TRX encore gonflés, freins non bloqués. Alors oui, il y avait la petite trace d'un choc à l'avant, le pare-choc est légèrement foncé, les cabochons sont cassés et la calandre légèrement tordue. Mais honnêtement, c'est pas ça qui m'inquiète. Dans ces cas-là, on s'attend plutôt à des joints de porte collés, des freins grippés, de l'oxydation, des fuites. Là, à part la poussière, on aurait dit qu'elle était figée dans le temps. Contrôle rapide des niveaux, huile moteur ok, huile de boîte ok, pas de fuite au sol. Petit retour en arrière. La 400 ne sort pas de nulle part. Tout commence en 1960 avec la 250 GTE. Première Ferrari 4 places produite en série. Un V12 à l'avant, de la place pour la famille et toujours des performances de vrai GT.
En 1964 arrive la 330 GT 2+2, plus moderne, plus confortable. Puis vint la 365 GT 2+2, plus grande et plus luxueuse, la grande routière rapide à l'italienne. En 1972, changement de style avec la 365 GT4 2+2. Ligne plus anguleuse, typiquement années 70, 340 chevaux, le V12 directement dérivé de la 365 GTB Daytona. En 1976 arrive la Ferrari 400 GT, toujours 340 chevaux et 240 km/h en vitesse de pointe. Puis vient la 400i, en injection K-Jetronic pour l'homologation américaine. La puissance descend à 315 chevaux et plus tard sort une version automatique avec la boîte TH400 de chez General Motors, la même que sur les Corvettes. La dernière évolution de ce modèle était la 412, reconnaissable avec ses pare-chocs peints dans le ton de la carrosserie, ainsi que sa ligne de coffre plus élevée. Il fallut attendre les années 90 pour attendre la suite des modèles 2+2 V12 de chez Ferrari, avec la 456, à laquelle suivit la 612, puis la FF, et enfin la GTC4 Lusso. Mais la 400 reste une vraie Ferrari à part. Élégante, discrète. Un V12. D'ailleurs, Enzo Ferrari lui-même choisissait de rouler dans des coupés 2+2 plutôt que dans des voitures de sport. D'ailleurs, savez-vous d'après son chauffeur quelle était sa voiture préférée pour ses déplacements ? Vous serez surpris. Un indice, elle ressemble un petit peu à la 330. Réponse en fin de vidéo. Allez, maintenant qu'on a le contexte, on attaque les travaux. Injection K-Jetronic, je connais. Donc je commence par vidanger le réservoir. Je démonte toute l'injection et je nettoie tout. Les deux pompes à essence bloquées. Un accumulateur de pression fuit, la durite casse au démontage. En neuf, cette durite coûte près de 500 €. Finalement, je l'ai fait refaire chez un spécialiste pour quelques dizaines d'euros. Donc, évidemment, bougie, filtre, nettoyage des masses, la base. Et puis une petite prise de compression à froid, même si c'était pas forcément très parlant. Heureusement que j'avais un pont à l'époque, parce que se glisser sous une 400i, c'est pas un plaisir. Le V12 Colombo est impressionnant, mais en réalité, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Avec l'injection K-Jetronic, on dirait une véritable raffinerie des années 70. Mais il suffit de s'imaginer qu'il s'agit de deux bancs de 6 cylindres accouplés entre eux, chacun possédant sa ligne d'injection. Donc deux pompes à essence, deux doseurs distributeurs. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a deux filtres à huile et deux alternateurs. Une fois tout remonté, j'ai enfin pu faire un premier démarrage. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'elle ne tournait pas sur tous ces cylindres. En fait, c'était effectivement la panne dont le propriétaire m'avait parlé et qui avait fini par immobiliser la voiture. Ouais, il se réveille tout doucement. Hein. En fait, il y a un problème électrique au niveau de l'alimentation de la pompe à essence de gauche. Mais pas le temps de niaiser. J'ai fait une alimentation en direct et elle a fini par tourner sur ces 12 cylindres. Cette sonorité à la fois rassurante et légèrement inquiétante. Pas de fumée inquiétante, la pression de l'huile est ok. Pas de fuite, franchement, j'ai presque trouvé ça trop facile. Je finis par la rapatrier chez moi et le radiateur a décidé de me rappeler que c'est une Ferrari. Visiblement, il n'a pas aimé les changements de température et il a fini par fuir. Donc, il a fallu le déposer. Un radiateur neuf de Ferrari 400, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Et ça coûte dans les 2000 €. Donc, j'ai décidé de faire travailler un artisan local et de le faire restaurer. Au bout de quelques semaines, j'ai pu le récupérer. Il m'a quand même fallu 6 heures pour le déposer et autant pour le remonter.
effectivement, la plupart des petits cylindres blocs qui soutiennent les 4 motoventilateurs n'ont pas tenu au démontage. Donc il a fallu les remplacer, ainsi que certaines durites. Malheureusement, je n'ai rien filmé de cette opération. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Je vous laisse profiter des quelques images que j'ai faites à ce moment-là. Bon, alors le montage il est un petit peu barbare, mais ça fonctionne. Au moins au redémarrage, je vais pouvoir vérifier le niveau. Il va falloir qu'elle chauffe un petit peu pour faire son niveau. Alors, on va regarder bien tourner sur ces 12 cylindres. Bon, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas tourné, donc il y a de l'humidité pas mal dans l'échappement. Alors voyons ça. Donc ça fait un bruit de V12. Alors, au niveau. Pression d'huile, on est correct. Bon, il n'y a plus beaucoup d'essence. On va laisser chauffer un petit peu. Surveillant tout ça tranquillement. Ah, il y a une petite fuite d'allumage ici. Et là, je n'ai pas pu résister à tester un premier roulage. Évidemment, j'avais préalablement vérifié les freins, mais il fallait forcément rouler pour m'assurer que la boîte automatique fonctionnait bien. Même si les puristes rejettent un petit peu cette version en boîte automatique américaine, il faut reconnaître que la TH400 sur une voiture d'une tonne 8, c'est un régal. Mais le V12 de la 400 est tellement coupleux et souple que la boîte automatique ne gâche rien. L'habitacle est incroyable. Du cuir partout. Même le ciel de toit est en cuir. L'habitacle est totalement isolé. En 1984, je crois même que c'était la Ferrari la plus chère du catalogue. Après cette petite séance de roulage,
on se rend compte quand même qu'il reste encore du travail, notamment cosmétique. J'ai redressé la calandre et j'ai déposé les optiques avant. Mais là encore, si on veut racheter des cabochons d'origine chez Ferrari, ça coûte une fortune. 2000 € pour 2 morceaux de plastique. Je trouve ça un petit peu abusé. Donc j'ai fait travailler un ami qui est spécialiste en refabrication de pièces en impression 3D. Ça a été un défi pour lui parce qu'il a dû reprendre les anciens optiques pour les modéliser et pour pouvoir les refabriquer. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. La voiture avait surtout circulé en ville avant son immobilisation, et elle en possède quelques traces. Si on voulait faire les choses complètement, il faudrait déposer l'intégralité des trains roulants, refaire les suspensions et tout le système de freinage. Mais pour autant, après quelques kilomètres roulés avec, la voiture ne présente aucun problème particulier. Cependant, il faudra quand même la préparer pour qu'elle passe le contrôle technique. Idéalement, ce ne serait pas une mauvaise chose qu'elle subisse une peinture complète. On verra ça dans des prochaines vidéos. En attendant, comme promis, la voiture préférée d'Enzo Ferrari pour ses déplacements privés, et d'après son chauffeur, c'était une voiture française. Vous devinez? Peut-être certains l'ont déjà deviné. Il s'agit de la Peugeot 404. Et quant à la voiture qu'il disait préférer conduire, c'était une Austin Mini Cooper qu'il avait faite modifier par son usine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.